L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsey, vous présente Si on parlait. Ouais, parce que c'est important de regarder aussi ce qui se passe près de chez nous. Télé Grenoble vous donne la parole tous les jours du lundi au vendredi à 19h15, 20h15 et 23h15. Aujourd'hui, avec nos invités, on va parler d'une innovation sonore surprenante, du Festival de géopolitique de Grenoble qui prend l'accent américain et du Café des Jeux qui fête ses 10 ans d'existence. Et pour parler de ces sujets, je reçois Sébastien de Perta, géographe, musicien, créateur de cette drôle de machine que vous nous avez amenée sur le plateau. Bonjour. Bonjour. On la testera tout à l'heure. En face de vous, Philippe Jacquirou, gérant du Café des Jeux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes venu, vous aussi, les bras chargés de cadeaux. Merci, Philippe. Et puis Jean-Marc Huissou, directeur du Centre d'études en géopolitique au sein de Grenoble École de Management. Bonjour. Bonjour. Vous dirigez, vous organisez depuis 10 ans, Jean-Marc, le Festival de géopolitique. Alors, festival, on dit ouais, géopolitique, c'est un petit peu moins l'extase. Pourtant, les deux, depuis 10 ans, ont trouvé un moyen de bien fonctionner. Oui, c'est un très très gros succès cette année, avec un festival qui est déjà presque plein. Donc, pour ceux qui veulent nous rejoindre, il faudra faire vite pour les inscriptions. Oui, festival de géopolitique, festival parce qu'on veut parler à tout le monde et pas simplement à la communauté scientifique. Donc le but, c'est de diffuser une information pour les gens qui s'intéressent à cette question, quel qu'il soit. Justement, qui peut venir assister à cet événement? Alors on a un public qui est alors évidemment étudiants très nombreux, mais aussi d'enseignants évidemment. Mais aussi beaucoup de public de la société civile qui vient juste pour prendre des informations parce qu'il a besoin de comprendre ou qu'il a un rapport particulier au sujet. Donc le sujet cette année, c'est les États-Unis. Alors vous avez d'ailleurs un plateau d'intervenants sur une semaine assez conséquent. Je crois qu'il y aura plus d'une centaine de personnes invitées à cet événement. Il y a 120 personnes qui seront présentes. On avait un peu plus de prévu. Il y en a quelques-uns qui, hélas, ne pourront pas nous rejoindre. Mais on a du très beau monde et vraiment des choses très très bien qui s'annoncent. Alors, la géopolitique pour le grand public, en deux mots, comment on peut définir cette science? Dans le mot géopolitique, nous entendons en fait ce qui concerne les territoires et ce qui concerne les relations entre nations, voire entre groupes de personnes sur ces territoires. Donc c'est quelque chose d'assez large. On ne fait pas que de la géopolitique dans le festival, on essaye d'être très pluridisciplinaire. Parce que par rapport à ce qui nous intéresse, l'important, c'est d'avoir le maximum d'éclairage possible et pas un seul dicté par une discipline ou par un point de vue. Donc c'est pour ça aussi qu'on a autant d'intervenants. C'est pour avoir le plus d'éclairage différent possible sur le même sujet, afin vraiment d'en comprendre la complexité, la finesse et, quitte à se faire une opinion dessus, le faire sur des informations, disons, un peu plus profondes que ce qu'on peut acquérir sur Internet au quotidien, par exemple. Alors, les États-Unis se retrouvent au cœur des réflexions de cette 10e édition. Un 21e siècle américain. Alors, avec un point d'interrogation, il est important, je crois, le point d'interrogation dans ce thème. Oui, le point d'interrogation est important. Le 21e siècle américain, c'est une expression qui était employée dans les années 90 par deux institutions assez différentes. La première, c'était la DARPA, qui dépend en gros du Pentagone, qui est un organisme de recherche scientifique dépendant du Pentagone, qui disait qu'il avait pour mission de garantir la suprématie américaine au XXIe siècle, et puis par un think tank qui s'appelait le PNAC, dans lequel il y a tous ceux qui ont été dans l'administration Bush-Fils dans les années 90, et qui disait qu'il était important que les États-Unis garantissent cette supériorité pour le XXIe siècle. Donc, quand on pose la question du XXIe siècle américain avec un point d'interrogation, c'est... on a des doutes. On a des doutes sur la réussite de cette stratégie, et je pense qu'on a de bonnes raisons d'avoir des doutes sur la réussite de cette stratégie. Bon, aujourd'hui, ça reste quand même la première puissance économique, les États-Unis. Alors ça reste la première puissance dans un tas de domaines, mais en étudiant un peu la question dans le cadre du festival et en discutant avec les intervenants, on s'aperçoit finalement qu'une bonne partie de cette puissance, c'est nous qui l'imaginons, et qu'elle n'est pas aussi hégémonique qu'on pourrait le penser, et elle aurait même tendance à le devenir de moins en moins. Donc, sans parler nécessairement d'effacement des États-Unis dans les années à venir, les rapports de force, pour simplifier, même si ce n'est pas uniquement de la conflictualité, sont en train d'évoluer en profondeur. Oui.
l'arrivée de Trump au pouvoir en 2016 s'accentue le déclin que... Alors ça rend l'interrogation encore plus urgente de la réussite ou pas de cette politique d'hégémonie pour l'avenir. Et surtout l'arrivée de Donald Trump a brisé quelque chose qui était fondamental pour le statut international des États-Unis, qui était l'image positive qu'avaient les États-Unis, que Barack Obama avait encore, malgré un certain nombre de critiques qui leur ont été adressées. Et ça, c'est très important parce que depuis 1945, une bonne part du crédit qu'on porte aux États-Unis sur la scène internationale vient du fait qu'on en pense grosso modo du bien. C'est plus le cas du tout. C'est le pire président qui ait pu connaître les États-Unis, on va dire, depuis la Deuxième Guerre mondiale. En termes d'image, oui. En termes de capacité et finalement en termes de bilan de politique, il est beaucoup trop tôt pour le dire. On verra. En tout cas, c'est un président atypique et c'est un président qui, évidemment, suscite un certain nombre de rejets, de commentaires à cause de son comportement, disons, moins policé que ses prédécesseurs sur la scène internationale. Mais attendons de voir quand même. On va beaucoup parler, en tout cas, notamment de Trump pendant cette semaine à Grenoble. Vous pensez qu'il a des espions ici en Isère pour écouter ce que les spécialistes peuvent dire de lui? Alors, ça fait plusieurs années qu'on sait... Bien écouter, hein. Ça fait plusieurs années qu'on sait que l'ambassade des États-Unis et un certain nombre d'organismes nous écoutent parce que ça les intéresse de savoir ce que les Européens pensent dans un certain nombre de domaines. Et le Festival de géopolitique est un bon endroit pour le savoir. Donc évidemment, sur une question comme celle-là, ils vont être certainement encore plus présents que d'habitude. Et je pense qu'on va les voir physiquement dans le paysage du festival. Effectivement, l'ambassade sera présente avec 2 porte-paroles, mais je pense qu'il n'y aura pas que dans le public. Bon, vous le disiez, il y a beaucoup d'experts qui viennent, il y a beaucoup de thématiques traitées. Il y aura samedi après-midi une table ronde sur les fake news. Ça aussi, c'est un phénomène assez nouveau. En tout cas, les réseaux sociaux amplifient ce genre de fausses nouvelles, les colportent. L'élection de Donald Trump a reposé aussi, pour une part, en partie sur la divulgation d'informations qui étaient forcément un peu erronées. Alors, c'est pas nouveau que les réseaux sociaux ou les réseaux informatiques diffusent des informations fausses. Ça n'a rien à voir avec Trump, c'est là depuis le début finalement, et ça existait avant les réseaux sociaux. Donc le but de cette table ronde, c'est aussi de prendre le recul nécessaire par rapport à ce phénomène qui est présenté comme nouveau, massif, inquiétant et sous-entendu manipulé par certaines personnes. Il n'y a pas que du faux là-dedans, mais il faut vraiment prendre la juste mesure du phénomène. Le mot fake news est un peu trop à la mode pour qu'on l'évalue de manière sereinement quand on en parle. Donc c'est bien d'avoir une discussion sur ce sujet. Et il y a une instrumentalisation, évidemment, de la part d'un certain nombre d'acteurs, d'informations, disons, déformées, virales sur Internet, qui sont intéressantes à suivre. Et je crois que c'est un vrai enjeu de démocratie aujourd'hui. Et si on peut contribuer à assainir le débat autour de ça en faveur de la démocratie, ça ne sera pas si mal. Ça, ce sera samedi après-midi. Il y aura également la projection d'un documentaire qui fait écho avec l'actualité sociale grenobloise. C'est le documentaire qui va traiter de la vente de Alstom, société française, à General Electric, société américaine. C'était en 2014. La société Alstom, donc rebaptisée General Electric, notamment à Grenoble, on le voit sur ces images, fabrique des turbines pour l'hydroélectricité. Il y a 800 personnes qui travaillent sur le bassin grenoblois. Pratiquement la moitié des emplois sont menacés. Alors, depuis quelques mois, les salariés se mobilisent. C'est un hasard de programmation ou vous teniez à aussi montrer que l'implication des entreprises américaines peut avoir des répercussions ici sur le territoire local? Alors, le cas particulier General Electric, est un hasard, enfin une coïncidence de calendrier. C'est loin d'être le seul. Ça fait partie effectivement de la façon dont nous interagissons avec les États-Unis aujourd'hui. Il y aura aussi une conférence du numéro 2 de L'Oréal sur la façon dont la question du droit et des normes, notamment éthiques, entre les 2 zones géographiques diffèrent et présentent des pièges par rapport aux entreprises. Grenoble, le bassin grenoblois d'une manière générale, a des liens extrêmement forts avec les États-Unis. C'est la 2e communauté américaine de France après Paris. C'est les États-Unis sont le premier investisseur sur le tissu économique grenoblois. Il n'y a pas que General Electric, pour lequel ça signifie aussi parfois des choix douloureux et parfois des conséquences néfastes, mais pas uniquement non plus. Et puis, il ne faut pas oublier aussi qu'aux États-Unis, il y a beaucoup d'entreprises grenobloises qui investissent,
et qui parfois font la même chose que General Electric à Grenoble. Hein. On en parle au moins, forcément. C'est très bilatéral tout ça. Faut pas, voilà. Bon, en tout cas, le programme complet est sur le site festivalgéopolitique.com. Jean-Marc le disait, si vous voulez assister à ces conférences, à ces échanges, ces rencontres, il faut s'inscrire, c'est gratuit, mais il y a déjà pas mal de monde, preuve que l'événement s'est inscrit dans le paysage local et même international. Est-ce que vous êtes un joueur, Jean-Marc? Assez, oui, quand le temps me le permet, oui. Bon, il y aura d'ailleurs des escape games proposés dans le cadre du festival par les étudiants de GEM. Mais là, on va parler d'un autre type de jeu avec Philippe. Vous aussi, vous fêtez vos 10 ans, finalement, vous avez plusieurs points communs. Vous avez créé en 2008 un lieu unique qui n'existait pas à l'époque sur Grenoble, le Café des Jeux. Un café-jeu de société, donc on a pour l'instant plus de 650 jeux de société. Et on est aussi restaurant le midi et on a une démarche locale le plus possible avec nos produits pour la restauration et les boissons. Elle est venue d'où cette idée? J'imagine que vous étiez un joueur invétéré. C'est ça. C'est l'envie de faire découvrir tous les jeux de société modernes autour de moi en me disant il y a tellement de nouveaux jeux qui sortent et de choses intéressantes et qui changent du Monopoly, du Scrabble et de la bonne paye que ça serait dommage que les gens passent à côté. Donc c'était l'envie de transmettre tout ça. Pourquoi justement le Monopoly, la bonne paye, ces jeux, la Trust, les rayons des supermarchés, les casiers de jouets des enfants, alors qu'ils existent depuis des décennies et des décennies? Parce qu'ils sont toujours dans les rayons de supermarchés, en fait. C'est du marketing, La plupart de ces jeux-là n'arrivent pas dans les rayons de supermarchés, mais sont dans des boutiques spécialisées. On en a quelques-unes à Grenoble et des plutôt bien d'ailleurs. Et c'est des gens qui sont des passionnés aussi, qui transmettent la passion et qui créent les joueurs qu'on a aujourd'hui. C'est les boutiques spécialisées qui ont fait qu'on est là aussi. Alors, le Café des Jeux donc, a été créé, je crois, le 14 mars 2008, donc vraiment sur la date anniversaire. C'est situé quai Stéphane G à Grenoble. Comment ça marche, votre établissement? Alors, on a 650 jeux de société, 250 jeux de rôle en libre accès. Il suffit de consommer et vous avez accès aux jeux. Et après, on a mis en place un système de formules où vous pouvez réserver une table et un animateur jeu pour qu'on vous guide, on vous conseille, on vous explique les règles et que vous puissiez jouer tout de suite et gagner du temps. On le voit sur ces images, il y a une clientèle variée. Ce n'est pas exclusivement réservé aux enfants, le jeu de société. Absolument pas, et c'est même plutôt... des adultes qui jouent. On a aussi des familles le week-end, mais c'est en soirée plutôt des adultes, des étudiants, des collègues de travail qui se retrouvent et qui se découvrent d'une autre façon. Enfin, on a tout type de public. On peut manger et boire Manger, boire et jouer. C'est un restaurant traditionnel, on peut venir que pour manger chez vous? Alors le midi, on a plutôt des gens qui viennent que pour manger parce qu'après ils vont travailler. Et puis à partir de 2h l'après-midi, après le service de midi, on commence à jouer. Alors, les jeux les plus en vogue. Là, vous nous avez amené une petite sélection de ce que vous proposez dans votre catalogue. Alors, j'ai amené une sélection qui correspond aussi à des invités qu'on va avoir cette semaine pour les 10 ans. Donc, on va avoir des auteurs de jeux et des éditeurs de jeux qui seront présents. Donc là, on a Seven Wonders, qui est un jeu de développement de civilisation, version duel, qui se joue à 2 en une demi-heure. On va pouvoir construire des bâtiments qui produisent des ressources, faire la guerre à son voisin. On a Cash and Guns, un jeu où on va être des gangsters et on va se partager le butin en se braquant avec des pistolets en mousse. On a King Domino, un jeu où on va développer un petit royaume en assemblant des tuiles comme des dominos. Ces jeux, vous les avez tous testés, les 650 que vous avez en stock? J'ai lu toutes les règles. Oui, parce qu'il faut être capable d'aiguiller les clients. Tout à fait. Vous avez d'ailleurs un site internet qui permet de faire le tri. Voilà, suivant les critères qu'on peut rentrer, de faire un tri. Je l'ai testé tout à l'heure. J'ai rentré 2 personnes, durée entre 20 et 45 minutes pour le jeu. Et puis il y a des mots-clés aussi qu'on peut rentrer. Et au final, on me propose, en fonction des mots-clés, je crois que j'ai mis règle simple et baston. Donc voilà, c'est 2 mots-clés qui m'inspiraient. Et je suis tombé sur un choix de 3 jeux qu'on peut découvrir chez vous. C'est ça. C'est que plus vous mettez de critères, plus ça va affiner. En sachant que si vous en mettez trop, on risque de ne pas réussir à trouver des jeux qui contiennent tous les critères. Et le but, c'est d'aider à faire le tri quand on n'est pas disponible derrière le bar, que les gens puissent facilement avec leur smartphone faire le tri dans les 650 jeux et trouver des jeux qui leur conviennent. Et puis on a commencé à réorganiser les ludothèques,
C'est-à-dire que maintenant, il y a des étagères thématiques. On a une étagère pour tous les jeux à deux, une étagère pour tous les jeux coopératifs, une étagère pour les jeux pour jouer en famille. Par thématique. Voilà, ça permet d'aller plus vite. On les emmène pas chez soi, hein, les jeux. Ça reste dans votre établissement. Ouais, c'est pour jouer sur place. On crée encore aujourd'hui des jeux de société, il y a encore des idées nouvelles qui sortent. Il en sort toutes les semaines des nouveaux jeux. Et on a plutôt un esprit créatif en France assez développé. On a des auteurs de jeux très renommés et réputés, que ce soit Bruno Catala, et Antoine Boza, qui sont présents qui seront là pendant la semaine sur les boîtes et qui seront présents voilà. Avec le public. Alors, comme pour le Festival de géopolitique, il y a le programme complet de cette semaine anniversaire sur le site internet du Café des Jeux. Vous, personnellement, vous avez un jeu, votre jeu préféré dans toute la collection? Alors, c'est compliqué. Les jeux préférés, moi, c'est en fonction de avec qui je vais jouer, de combien de temps j'ai. Je n'aurai pas les mêmes. Voilà, je vais moduler. C'est que des jeux que j'aime beaucoup, que je vous ai amenés de toute façon. Bon, vous n'avez pas votre jeu fétiche, alors? J'en ai pas un, j'en ai plein. Il faudra que je vienne tester alors tout le catalogue pour savoir celui qui peut me convenir. En tout cas, cet anniversaire, c'est jusqu'à samedi, hein, c'est ça? Jusqu'à dimanche. Jusqu'à dimanche même. On est ouvert le dimanche. C'est vrai que le dimanche, c'est aussi un moment propice aux jeux en famille. On est réouvert le dimanche depuis peu. On a augmenté un petit peu l'équipe. Et puis, on va avoir des concerts samedi pour la Saint-Patrick. Il y a plein de choses différentes pour les 10 ans. Et ben voilà, longue vie au Café des Jeux. Je ne sais pas si vous avez fait des émules à Grenoble depuis votre création. À Grenoble, non, mais par contre, il y a de plus en plus de cafés-jeux qui ouvrent en France. Et puis, on a rejoint le réseau des cafés ludiques, un regroupement de différents cafés-jeux indépendants un peu partout en France pour se serrer les coudes, s'entraider mutuellement et aider les nouveaux à s'ouvrir. Très bien. Bon, je sens que Jean-Marc est intéressé par les jeux que Philippe nous présente. C'est votre côté joueur qui reprend le dessus par rapport aux géopoliticiens. On va terminer cette émission avec une innovation surprenante. Elle est sur ce plateau. Sébastien, qu'est-ce que c'est ce drôle d'objet que vous nous avez amené? Alors, ce drôle d'objet, ça s'appelle du coup une low sonnante. On l'a baptisé comme ça. Alors, pourquoi low sonnante? C'est un petit assemblage de mots. On retrouve os, on retrouve le son. Voilà, quelque chose qui sonne, qui résonne, et tout simplement parce que c'est un dispositif qui fonctionne qui est basé sur l'écoute par conduction osseuse. Donc là, il est en marche et on n'entend pas trop ce qui se passe, mais si on rentre en contact avec le dispositif, qu'on se bouche les oreilles, c'est un peu contre-intuitif, il faut se boucher les oreilles pour écouter. Bon, là, vous me tendez une perche, je vais aller le tester. Sur ce plateau, c'est très silencieux. Alors, donc je fais quoi? Je mets mes coudes? Les coudes sur les petits espaces qui sont là. Bien se boucher les oreilles avec la paume des mains pour faire le contact osseux. Ah oui. Alors, c'est très surprenant. On me parle. Bon, effectivement, vous, derrière votre poste, vous n'entendez rien à part ma voix, mais moi, je peux vous garantir qu'il y a quelqu'un dans cette machine qui est en train de me parler. Exactement. C'est une sensation assez bizarre parce qu'effectivement, il n'y a aucun artifice. Ça veut dire que le son passe par mes bras? Oui, les vibrations sont transmises par les os, effectivement. C'est le même principe qui est utilisé sur certains appareils d'aide auditive pour les malentendants. Il y a des casques qui fonctionnent par conduction osseuse, donc le principe, il est connu. Mais on l'a utilisé là sous un agencement un peu différent. Et l'intérêt, c'est justement qu'on a rien, on n'a pas de casque, on n'a pas de smartphone, on n'a rien, on a juste nos bras, nos oreilles, nos mains, et on peut venir se poser comme ça pour aller à l'écoute de quelque chose. Comment vous l'avez développé, ce dispositif? Alors, la pièce qui est là devant vous, on a travaillé à deux dessus. Donc, mon collègue qui a malheureusement pas pu être là aujourd'hui, Thomas Bonenfant, il est donc architecte et plasticien, et menuisier aussi. Et puis moi je suis géographe et musicien, donc on a eu tous les deux parcours un peu de notre côté, où j'avais travaillé sur un premier dispositif low sonnante il y a quelques années, donc à l'Institut de géographie alpine à Grenoble, à l'occasion d'un travail étudiant. Et Thomas a développé il y a quelques années, en 2009, les stations d'écoute solidienne en partenariat avec l'IRCAM au Mans. Et voilà, donc on s'est retrouvés un peu sur ces notions-là, et on travaille ensemble depuis un an. On a abouti à ce dispositif qui est là aujourd'hui. Et voilà, donc on a tous deux un peu un intérêt sur le son, sur l'écoute solidienne. On a un peu découvert ça, un peu par la curiosité.
Et puis ma démarche de géographe m'a amené aussi à travailler sur tout ce qui est parole d'habitants, sur tout ce qui est récit du territoire. Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir apporter aujourd'hui dans l'espace public comme, en utilisant la dimension sonore, voilà, comme parole, comme, pour essayer de regarder un peu différemment cet espace. Alors vous l'avez testé il y a quelques semaines au sommet de la Bastille, selon les images qu'on est en train de voir là. Oui, exactement. Donc là, le public pouvait découvrir cette nouvelle façon d'écouter des choses. Effectivement, alors on l'a positionné un peu comme ça sur le Belvédère. Et puis l'idée, c'était que justement, là, on voit bien, on est sur un point haut. On domine un peu la ville d'assez haut, on admire un peu les prouesses architecturales, l'urbanisme, etc. Et là, l'idée, c'est de réinsérer quelque chose qui part un peu plus d'en bas. C'est-à-dire, on a les habitants qui vont parler de leur quotidien, qui vont parler de leur histoire, qui vont parler de la ville, qui vont donner un petit peu leur point de vue. Donc, on renverse l'approche habituelle où on a, si vous voulez, le panorama avec la table d'orientation explicative en disant vous êtes là. Bon, on n'a pas beaucoup plus d'informations. Là, on ramène un côté un peu plus sensible dans notre rapport au paysage. Et c'est ce côté-là qu'on aime bien travailler, justement. Alors aujourd'hui, vous êtes au stade du prototype. J'imagine que vous avez envie de le développer comme une activité professionnelle ? Oui, on est plus ou moins sur cette notion-là. Il faut savoir que ça fait... donc tout premier prototype, il est né il y a 2 ans. Aujourd'hui, on est toujours accompagné par un laboratoire qui s'appelle le Labex ITEM, Innovation et Territoire de Montagne, qui est relié à l'UGA. Et on a démarré donc un programme d'accompagnement qui s'appelle Challenge Out of Labs avec la SAT Linxium. Donc c'est une société qui accompagne justement des projets sortis de laboratoire pour les transformer en soit création d'entreprise, création d'activité. Voilà. Donc on a démarré cet accompagnement-là pour tester la validité de cette proposition et voir jusqu'où on peut aller. Eh bien, très bien, à suivre. Je signale que vous avez reçu le prix de l'innovation au Salon des maires et des collectivités locales en novembre dernier. Oui, complètement. Donc on était présent au Salon des maires et effectivement, donc on a pu concourir pour ce prix et on a été récompensé donc, dans la catégorie aménagement urbain. Donc il faut savoir qu'on se positionne aussi là-dessus, c'est-à-dire on est sur du mobilier urbain, on le présente beaucoup comme ça aujourd'hui, avec tout un rapport à l'espace, au territoire. Et c'est dans cette optique-là qu'on a été récompensé. Et puis il y a aussi une ouverture vers ce qui est muséal, en fait, donc tout ce qui est scénographie d'exposition, où aujourd'hui ça peut intéresser pas mal d'acteurs pour amener une autre manière de proposer du son dans les expositions. Non, il y a Emmanuel Macron qui était passé à ce Salon des maires, qui avait fait un discours très attendu. Vous avez réussi à lui faire tester votre innovation ? Non, on l'a loupé. Non. Il est assez ouvert sur les nouvelles technologies et tout ce que les jeunes entreprises peuvent proposer. Bon, voilà, peut-être pour une autre occasion, si jamais il nous regarde, la L'Eau Sonnante vous attend à Grenoble. Je pense que... Il y a peut-être des choses à lui dire, effectivement. Voilà, que Sébastien sera prêt à refaire un test pour l'occasion. Merci en tout cas à tous les 3 d'être venus. Merci. Bonne continuation avec les 650 jeux pour Philippe dans son Café des Jeux. Et puis bon festival. Jean-Marc, une fois que ce sera fini, vous savez, vous pouvez aller vous détendre à Grenoble. Nous, on se retrouve demain pour d'autres aventures. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe SAMC, vous a présenté Si on parlait.